Bienvenue dans cette exploration du neuromarketing augmenté par l'IA, comment il redéfinit des stratégies d'attention, d'influence et d'engagement. Bonjour à tous, je suis Dricia Bouchiwa. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour la soutenance de ma thèse professionnelle qui s'intitule Le neuromarketing augmenté par l'intelligence artificielle et comment il redéfinit les stratégies d'attention, d'influence et d'engagement. Cette thèse s'inscrit dans le cadre de mon MBA MCI. Dans un contexte marqué par l'épuisement de l'attention, ma thèse analyse comment la combinaison des neurosciences, des données comportementales et de l'IA transforme à la fois la compréhension des comportements des consommateurs, les leviers de performance marketing et les conditions d'un usage responsable de ces technologies. C'est dans ce cadre que s'inscrit ma problématique entre optimisation de la performance et nouveaux enjeux éthiques. Quelle transformation l'IA introduit-elle dans le marketing? Aujourd'hui, le marketing fait face à un défi majeur, l'épuisement de l'attention. Nous sommes exposés en permanence à une multitude de messages, de contenus, de sollicitations sur tous les canaux, à tous les moments de la journée. Et selon plusieurs études, jusqu'à 95% de nos décisions sont gouvernées par des processus non conscients, à savoir émotionnels et automatiques. Nous sommes donc avant tout des êtres d'émotion avant d'être des êtres de raison. Comment se prennent réellement les décisions? Pendant longtemps, le marketing a reposé sur l'idée que le consommateur recevait une information, la comparait, réfléchissait, puis décidait. C'est sur cette vision que se sont construits les outils classiques, à savoir les questionnaires, les études déclaratives, les focus group. On demande au consommateur ce qu'il pense, ce qu'il veut, pourquoi il achète. Le problème, c'est que cette représentation ne correspond pas réellement au fonctionnement du cerveau humain. Les sciences cognitives ont profondément remis en question cette approche, notamment grâce aux travaux de Daniel Kahneman, qui est un psychologue et économiste spécialiste de la prise de décision. Et c'est dans son ouvrage de référence Système 1 et Système 2, les deux vitesses de la pensée, il explique que notre cerveau fonctionne selon deux systèmes de pensée complémentaires. Nous avons d'une part le système 1, qui lui est rapide, automatique et intuitif. Il fonctionne sans effort conscient. C'est lui qui nous permet de réagir immédiatement, de reconnaître un visage, de ressentir une attirance ou un rejet. Le système 2, à l'inverse, est plus lent, plus analytique et plus conscient. C'est celui que nous mobilisons lorsque nous réfléchissons longuement, lorsque nous calculons ou lorsque nous devons justifier une décision. Ce que nous montre Kahneman, c'est fondamental pour le marketing, c'est que dans la majorité des situations de consommation, c'est le système 1 qui décide. Le système 2 intervient uniquement pour expliquer, rationaliser et justifier cette décision. Autrement dit, nous décidons souvent avant même d'en avoir pris conscience. Il y a également les travaux d'Antonio Damasio, neurologue et neuroscientifique, qui dans son ouvrage L'erreur de Descartes remet en cause une idée profondément ancrée, celle selon laquelle la raison serait opposée à l'émotion. Damasio montre au contraire que les émotions jouent un rôle central dans la prise de décision. Et pour expliquer ce mécanisme, il introduit le concept de marqueur somatique. Face à un choix, notre cerveau génère automatiquement des signaux émotionnels et corporels. Ces signaux prennent la forme de ressenti, une impression de confiance, d'attirance, de familiarité ou au contraire de malaise ou de rejet. Ces marqueurs orientent la décision avant toute analyse rationnelle. Pour illustrer cela de manière très concrète, je vais maintenant m'appuyer sur une expérience devenue emblématique à la croisée du marketing et des neurosciences, le Pepsi paradoxe ou le paradoxe Pepsi en français. C'était au début des années 2000, une étude qui a été menée par une équipe de neuroscientifiques dirigée notamment par Reid Montag, spécialiste de l'imagerie cérébrale et de l'étude des mécanismes de la prise de décision. Des participants dégustent deux boissons, à savoir Pepsi et Coca-Cola, pendant que leur activité cérébrale est mesurée à l'aide de l'imagerie de résonance magnétique fonctionnelle. Dans un premier temps,
les participants dégustent les boissons à l'aveugle sans connaître la marque. Et dans cette situation, les résultats montrent que les réactions cérébrales sont très proches pour les deux boissons. Le cerveau traite principalement les informations sensorielles liées au goût, sans différence significative entre les deux boissons. Mais dans un second temps, les mêmes participants dégustent les mêmes boissons, à savoir Pepsi et Coca-Cola, mais en connaissant cette fois les marques. Et c'est à ce moment-là que le paradoxe apparaît. Lorsque la marque Coca-Cola est identifiée, l'activité cérébrale se modifie nettement. Des régions supplémentaires du cerveau s'activent, en particulier celles associées à la mémoire, aux émotions et aux associations culturelles. C'est ce que montre cette étude, c'est que tout ce que la marque représente pour l'individu, son image, son histoire, les souvenirs et les émotions qui lui sont associées. Le Pepsi paradoxe permet de comprendre un point essentiel. Si la décision d'achat se construit en grande partie dans des mécanismes émotionnels et non conscients, alors les outils marketing classiques atteignent rapidement leurs limites. C'est précisément pour cette raison que le neuromarketing a émergé et son objectif n'est pas de remplacer les méthodes traditionnelles, mais de les compléter. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment une panoplie de capteurs mesure les signaux invisibles, donc tous ces capteurs, la technologie du neuromarketing. Et aujourd'hui, ce qui change radicalement, c'est aussi l'apport de l'intelligence artificielle, parce qu'elle permet de traiter un très grand nombre très grand nombre, très grand volume de signaux, de combiner différentes sources de données et d'extraire des patterns qui seraient impossibles à identifier manuellement. C'est cette convergence entre neurosciences, technologies de mesure et IA que j'appelle le neuromarketing augmenté par l'IA. On passe ainsi d'une observation ponctuelle en laboratoire à une capacité d'analyse plus large, plus rapide et plus opérationnelle. Ces technologies mobilisées que je vais vous citer peuvent être regroupées en deux familles. La première concerne les capteurs de l'activité cérébrale et la seconde regroupe les capteurs physiologiques et comportementaux. Nous avons dans un premier temps l'électroencéphalographie qui permet de mesurer l'activité électrique produite par les neurones à l'aide d'électrodes placées sur le cuir chevelu. Cela permet d'observer des variations rapides de l'attention, de l'engagement ou de la charge cognitive face à une publicité, une interface ou un packaging. Nous avons l'IRM fonctionnel qui a été étudié dans le cas du Pepsi Paradox et qui permet quant à elle de localiser avec précision les zones du cerveau activées en réponse à un stimulus. Nous avons l'eye tracking. Il permet de mesurer précisément où se pose le regard, dans quel ordre et combien de temps. Nous avons également la réponse galvanique cutanée, appelée GSR. Elle permet d'évaluer l'intensité émotionnelle ressentie par un individu, indépendamment du caractère positif ou négatif de cette émotion. On retrouve également le facial coding qui repose sur l'analyse des expressions faciales. Et grâce à l'IA, il est aujourd'hui possible d'identifier automatiquement des micro-expressions émotionnelles comme la joie, la surprise, la peur ou le rejet. Nous avons également le HRV, ce qui est la variabilité de la fréquence cardiaque, qui fournit quant à elle une mesure de la régulation émotionnelle et du fonctionnement du système nerveux. Alors, pris isolément, aucun de ces capteurs ne permet de mesurer directement une intention d'achat. Ils produisent des indicateurs indirects, partiels, parfois ambigus même, mais c'est précisément pour cela que le neuromarketing augmenté par l'IA repose sur une approche multimodale. L'IA permet de combiner ces signaux hétérogènes, de les synchroniser dans le temps, d'en extraire des patterns et de produire des prédictions exploitables. Une fois cette technologie posée, il devient alors possible d'analyser comment ces outils sont intégrés par les acteurs du marché. Alors,
un ensemble, pardon, là j'ai cité quelques acteurs du marché. Dans ma thèse, il y en a un petit peu plus, mais j'ai voulu synthétiser. Donc, il y a d'abord un premier ensemble d'acteurs qui regroupe les leaders technologiques qui ont joué un rôle central dans l'industrialisation du neuromarketing à l'ère de l'IA. L'un des exemples les plus représentatifs, c'est celui de Smart AI Group, historiquement spécialisé, lui, dans l'eye tracking. Il engage à partir de 2023 une stratégie de consolidation majeure en acquérant d'abord iMotions, une plateforme de recherche comportementale multimodale, puis Affectiva, une société issue du MIT Media Lab, spécialisée dans l'analyse des émotions par facial coding. En parallèle de ces acteurs technologiques, nous avons également les grands instituts marketing qui jouent un rôle structurant comme Kantar, Ipsos, Merkel. À côté de ces grands groupes, le marché reste marqué par la présence d'acteurs plus spécialisés comme Neurons, Lumen Research et Neurable. Ces entreprises se concentrent généralement sur une brique technologique précise ou sur des cas d'usage spécifiques. La France occupe également une place croissante dans cet écosystème puisque plusieurs acteurs français se sont positionnés sur des approches spécifiques du neuromarketing augmenté par l'IA. Nous avons HABS qui développe une technologie d'électroencéphalographie non invasive permettant d'extraire des neuromarqueurs émotionnels en temps réel. Nous retrouvons également EmotiConnect qui s'appuie sur l'analyse émotionnelle des contenus digitaux, images, vidéos, textes à partir de données massives d'interaction numérique. Nous avons Iconogo également qui adopte une approche comportementale en analysant les micro-mouvements du doigt sur smartphone pour inférer des émotions implicites. Datacalab qui combine lui des analyses faciales, eye tracking et données physiologiques. QEmotion se spécialise dans l'analyse émotionnelle des verbatims clients pour traitement automatique du langage. À présent, après avoir présenté les fondements scientifiques, les technologies mobilisées, les acteurs qui structurent cet écosystème, je vais entrer dans la partie la plus concrète. L'objectif est de comprendre comment cette technologie fonctionne et d'observer comment elles, elles sont réellement utilisées par les marques dans leur stratégie marketing. Donc pour cela, j'ai choisi d'analyser plusieurs cas d'usage emblématiques, mais je commence par Coca-Cola, qui est un acteur historique du marketing émotionnel. La marque ne se contente pas de vendre un produit, et cela depuis longtemps. Ils ont même été pionniers dans dans le neuromarketing traditionnel puisque la marque a toujours eu tendance à vendre une expérience, des moments de partage, des émotions, une culture. Et c'est précisément pour cette raison que Coca-Cola a été aussi l'une des premières marques à s'intéresser aux apports du neuromarketing à l'ère de l'IA. Et à la campagne Test the Feeling, qui a marqué un tournant dans la communication de Coca-Cola, la marque fait alors le choix de recentrer son discours non pas sur des arguments rationnels liés au produit, mais sur l'expérience émotionnelle associée à sa consommation. Les films publicitaires il y avait plusieurs films publicitaires qui mettaient en scène des moments de vie simples, des interactions humaines, des gestes du quotidien avec une forte dimension sensorielle. Ce qui est central dans ce cas, c'est que ce n'est pas uniquement le message créatif, mais dans la manière dont il a été conçu et optimisé. Coca-Cola a utilisé des outils issus du neuromarketing pour analyser les réactions non conscientes des consommateurs face à différentes versions de ces contenus publicitaires. Ils avaient, il me semble, une centaine de contenus publicitaires différents. L'objectif était de comprendre au-delà du déclaratif ce qui capte réellement l'attention, ce qui génère de l'émotion et ce qui favorise la mémorisation de la marque. Donc, plusieurs types de mesures ont été mobilisées. L'électroencéphalographie qui a permis de mesurer l'attention et l'engagement cérébral face aux stimuli publicitaires. L'analyse automatisée des expressions faciales a été utilisée pour détecter les réactions émotionnelles, comme la joie ou la surprise. Il y a aussi la GSR, donc qui est la réponse galvanique cutanée, qui a permis de mesurer l'intensité de l'activité émotionnelle.
Tous ces dispositifs ont permis de comparer différentes variantes créatives d'un même film publicitaire. Et certaines versions mettaient davantage l'accent sur le produit lui-même. D'autres insistaient sur la relation sociale, la nostalgie ou le partage. Et les résultats montrent que les versions centrées sur la connexion humaine et l'émotion partagée génèrent une activité émotionnelle plus forte et une meilleure mémorisation de la marque. Et l'intelligence artificielle intervient à ce stade pour analyser l'ensemble des cas des signes hétérogènes. Elle a permis d'identifier des patterns récurrents, quel type de scène déclenchait une réaction émotionnelle et quel moment précis l'attention décroche et quel élément reste durablement ancré en mémoire. Et c'est ainsi qu'est née la campagne Coca-Cola Test the Feeling. Je vais passer à présent à un autre cas d'usage qui est Netflix, qui représente l'hyper-personnalisation prédictive et qui est pour moi aujourd'hui un exemple emblématique d'une plateforme fondée sur la personnalisation algorithmique. Son objectif est de réduire le temps passé à chercher un contenu et à augmenter le temps augmenter le temps passé à regarder. Autrement dit, la personnalisation n'est pas un confort utilisateur secondaire, mais un levier central d'engagement et de rétention. Pour cela, Netflix s'appuie sur un grand nombre de signaux comportementaux. Il s'agit notamment de l'historique de visionnage, du temps passé sur chaque programme, des contenus abandonnés, du moment de la journée de visionnage, du type d'écran ou encore de la langue utilisée. Selon les données communiquées par Netflix, plus de 80% des contenus visionnés proviennent aujourd'hui des recommandations algorithmiques et non d'une recherche active. Un élément particulièrement révélateur, c'est la personnalisation des vignettes visuelles. Netflix n'affiche pas la même image pour un même film ou une même série selon les utilisateurs. L'algorithme va sélectionner des visuels différents en fonction du profil, par exemple en mettant en avant un acteur, une ambiance, une tonalité émotionnelle spécifique. Par exemple, si on est plus fan d'action, il va prendre la scène d'action du film pour la mettre sur la vignette. Et fan de romance, ce sera pareil, etc. Donc, ces choix influencent directement l'intention de clic à travers des mécanismes de familiarité et d'attention. Certaines études mentionnées dans la thèse montrent que cette personnalisation peut augmenter le taux de clic de manière significative, parfois jusqu'à 30% sur certains tests. Netflix ne mesure pas directement l'activité cérébrale dans ce cas-là, mais utilise les comportements comme des signaux implicites de l'attention et de l'engagement, à travers bien évidemment l'intelligence artificielle. Un clic rapide, un visionnage complet ou un abandon précoce deviennent des indicateurs permettant d'ajuster en continu l'expérience proposée. Et je vais à présent m'intéresser à une autre plateforme où ces logiques algorithmiques sont encore plus poussées, notamment autour de la captation de l'attention. TikTok, qui est pour moi l'ingénierie de l'attention à grande échelle. Ce cas, il illustre un point fondamental du neuromarketing par l'IA. Les plateformes les plus avancées n'ont plus besoin de capteurs biologiques pour analyser l'attention ou l'émotion. Elles utilisent les micro-comportements des utilisateurs, comme le temps de visionnage, le scroll, le rewatch, les likes ou les partages, comme des indicateurs indirects. C'est ce qu'on appelle des proxys, des états attentionnels et émotionnels. Autrement dit, le comportement devient une mesure implicite de ce qui se passe au niveau cognitif et émotionnel. L'algorithme For You de TikTok, il analyse des volumes massifs de données comportementales pour modéliser l'attention et ajuster en permanence le flux de contenu. Ce mécanisme repose sur des circuits neurologiques bien identifiés, notamment les circuits de la récompense liés à la dopamine. C'est pour ça qu'on peut vouloir passer 20 minutes sur
sur TikTok et y être 1 heure après. TikTok fonctionne ainsi comme un laboratoire de neuromarketing en temps réel et à très grande échelle. Cette efficacité, elle se traduit par des résultats business mesurables. Une étude de modélisation marketing menée par Nielsen montre un ROAS moyen de 1,83 $ pour 1 $ investi sur TikTok. Cela représente 3,5 fois plus que la moyenne des autres médias étudiés et 56% de plus que les autres leviers digitaux combinés. L'IA permet d'optimiser la performance marketing en exploitant des signaux attentionnels et émotionnels non conscients. Mais cette capacité d'influence, parce qu'elle est fine et souvent invisible pour l'utilisateur, pose aussi de nouveaux enjeux. C'est précisément ce qui m'amène maintenant à aborder les risques, les dérives possibles et la nécessité d'un cadre de gouvernance. Quels sont les risques lorsque cette influence devient trop fine, trop invisible pour le consommateur? Le premier risque, c'est les biais algorithmiques. Un algorithme n'est jamais neutre. Il apprend à partir de données passées. Si ces données sont partielles, mal équilibrées ou culturellement situées, l'algorithme va reproduire, voire amplifier ces biais. Par exemple, certains outils d'analyse émotionnelle interprètent différemment les expressions faciales selon l'origine culturelle, l'âge ou le genre. Pour une marque, cela peut conduire à des décisions erronées, croire qu'un contenu ne fonctionne pas auprès d'un public alors que c'est l'outil de mesure qui se trompe. Ensuite, nous avons la manipulation non consciente. Le deuxième risque, c'est celui de la manipulation non consciente, comme je viens de le dire, notamment à travers de ce qu'on appelle les dark patterns. Ce sont des choix de design qui orientent le comportement de l'utilisateur sans qu'ils en aient pleinement conscience. Cela peut donner une forme de bouton accepter très visible, mais à contrario d'un bouton refusé difficile à trouver, ou encore d'une désinscription volontairement complexe ou d'une urgence artificielle créée pour pousser à l'action. Le troisième risque, c'est la surcharge cognitive et la dépendance. Un autre qui concerne les usages compulsifs. Les flux infinis, les vidéos courtes et les notifications reposent sur des récompenses rapides et imprévisibles. À court terme, cela augmente l'engagement. Mais plusieurs études montrent qu'à long terme, ces dispositifs peuvent fragiliser la capacité de concentration et accentuer la fatigue attentionnelle. Et le quatrième risque, que j'appelle la perte de la sérendipité, c'est la sérendipité, c'est la capacité à découvrir quelque chose d'intéressant sans l'avoir cherché. Or, les algorithmes de recommandation privilégient ce qui a déjà fonctionné dans le passé. L'expérience devient plus efficace, mais aussi plus homogène. Certains contenus, certaines idées ou certaines options deviennent progressivement invisibles pour nous. Comment utiliser de manière performante sans perdre la confiance des utilisateurs et sans perdre le contrôle en interne? Après avoir présenté les risques et les dérives possibles du neuromarketing augmenté par l'IA, la question devient très concrète. Comment utiliser de manière performante, donc comme je viens de le dire, sans perdre la confiance des utilisateurs et sans perdre le contrôle en interne également? Nous avons 3 piliers pour une gouvernance robuste. Dans un premier temps, le RGPD, qui est comme socle de confiance, qui impose une logique simple mais exigeante. Toute utilisation de données personnelles doit avoir une finalité claire, une base légale identifiée et un niveau de protection adapté. Dans le cadre du neuromarketing augmenté par l'IA, l'enjeu est renforcé car on ne travaille plus seulement sur des clics ou des pages vues, mais sur des signaux attentionnels et émotionnels qui peuvent être perçus comme intrusifs. Concrètement, cela oblige les équipes marketing à se poser une question clé: de quelles données avons-nous réellement besoin pour atteindre l'objectif business? Nous avons parmi ces piliers l'AIPD
Comme outil de pilotage, c'est l'analyse d'impact relative à la protection des données qui consiste à analyser avant le déploiement les risques potentiels d'un dispositif pour les personnes concernées. L'entreprise doit identifier ce qui pourrait poser problème pour l'utilisateur, décrire comment les données sont traitées et préciser les mesures mises en place pour limiter ces risques. Dans un projet de neuromarketing, l'AIPD permet de vérifier très tôt si un cas d'usage est acceptable ou s'il est trop intrusif, trop opaque ou mal compris. Cela évite de déployer un dispositif qui fonctionne techniquement, mais qui pose un problème de responsabilité ou de confiance. Nous avons ensuite l'AI Act comme boussole d'auditabilité. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle, il introduit une logique de gradation des risques. Plus un dispositif se rapproche de l'analyse émotionnelle, de la biométrie ou du profilage sensible, plus les exigences de transparence, de documentation et de supervision humaine sont élevées. Pour une direction marketing, cela signifie une chose essentielle, être capable d'expliquer comment le système fonctionne, sur quelles données il repose et qui en garde la maîtrise. L'enjeu n'est donc pas d'opposer performance et éthique, mais de les articuler. C'est précisément l'objectif de la feuille de route que je vais vous présenter dans la section suivante. Cette feuille de route, elle permet de traduire des principes en étapes concrètes pour permettre aux directions marketing d'adopter le neuromarketing à l'ère de l'IA de manière progressive, maîtrisée et responsable. Ma feuille de route s'adresse aux organisations qui souhaitent adopter cette méthode sur le long terme, non pas comme un outil ponctuel, mais comme un levier structurant de l'optimisation de leur campagne marketing. Elle vise à accompagner une démarche durable où ces approches sont intégrées de manière cohérente dans l'ensemble du cycle marketing, de la conception des messages jusqu'à l'évaluation de la performance. Cette feuille de route s'organise en plusieurs étapes successives. Elles ne sont pas uniquement techniques, chacune mobilise des compétences humaines spécifiques et suppose des arbitrages clairs entre performance, compréhension et responsabilité. La première phase est celle de la fonction stratégique. On commence par un diagnostic initial. Avant même de parler d'outils, l'entreprise doit clarifier son contexte, ses objectifs business, ses données disponibles et son niveau de maturité digitale. L'idée, on n'applique pas le neuromarketing à l'ère de l'IA de la même façon selon que l'on cherche à optimiser une expérience utilisateur, une publicité ou autre. Ensuite vient l'éthique by design. Ce point est volontairement placé très tôt dans la feuille de route. L'enjeu est d'intégrer les questions d'éthique, de manipulation potentielle et de respect du libre arbitre dès la conception et non pas comme un correctif a posteriori. Enfin, on définit des cas d'usage prioritaires. L'objectif n'est pas du tout de tester, mais de cibler un levier précis, mesurable, aligné avec la stratégie marketing globale. Vient ensuite la deuxième phase qui concerne la mise en œuvre et le test. On commence par la constitution d'une équipe transverse. Le neuromarketing à l'ère d'IA ne peut pas être uniquement porté par le marketing. Il implique aussi d'autres acteurs comme par exemple la data, l'IT, le juridique. Vient ensuite le choix et l'intégration des outils. À ce stade, l'entreprise peut travailler avec des solutions de marché ou des partenaires spécialisés, mais toujours dans une logique de test contrôlé. La question de la conformité et de la privacy devient alors centrale. Les données cognitives et comportementales étant particulièrement sensibles, le respect du RGPD et la gouvernance des données sont indispensables. On termine cette phase par un déploiement pilote, souvent sous forme de proof of concept. L'objectif est d'observer les effets réels sans généralisation immédiate. Et la troisième phase, qui correspond au déploiement et à l'optimisation, c'est une fois les premiers résultats obtenus,
On passe à la mesure du ROI et aux itérations. Il ne s'agit pas uniquement de performance économique, mais aussi d'impact sur l'expérience utilisateur et la confiance. Si les résultats sont concluants, l'entreprise peut alors envisager un passage à l'échelle en intégrant ces leviers dans ses dispositifs marketing existants. Enfin, la dernière étape est celle de l'amélioration continue. Le neuromarketing avec l'IA n'est pas un projet ponctuel, mais un processus évolutif qui nécessite des ajustements conscients, à la fois technologiques, stratégiques et éthiques. Cette feuille de route, elle montre que l'adoption du neuromarketing augmenté par l'IA repose moins sur une technologie spectaculaire que sur une organisation progressive, structurée et gouvernée. Elle permet de passer d'une logique d'expérimentation à une démarche maîtrisée, capable d'articuler performance marketing, compréhension fine des comportements et responsabilité dans l'usage des données. C'est dans cet équilibre entre performance et responsabilité que se situe, selon moi, l'avenir du neuromarketing à l'ère de l'IA. J'ai fait un processus itératif complet. Donc voilà, c'est la fin de ma soutenance et je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.